Aujourd'hui, je souhaite vous... Alors, ça va être ma... Bon, j'y vais. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter ma recherche en cours sur le rôle et l'importance de la maison longue iroquoienne dans les particularités du christianisme des Wendat de Lorette. Il s'agit là de première hypothèse de recherche, donc je partage avec vous cette primeur. Alors je commence, un corpus varié. Au XVIIe siècle, la mission jésuite... Au XVIIe siècle, la mission jésuite des Wendat de Lorette a donné lieu aux chantiers architecturaux, décoratifs et dévotionnels parmi les plus importants de la colonie. Mise en place d'une première congrégation mariale en Nouvelle-France en 1652. Aménagement en 1673 du village de Lorette, suivant un plan quadrillé d'inspiration baroque. Construction en 1674, je suis historienne. Construction en 1674 d'une chapelle identique à celle de Notre-Dame de Lorette en Italie, honorée comme la maison de la Vierge et de la Sainte Famille, dont venue de sanctuaires européens réputés entre les années 1668 et 1715, sans parler d'une littérature abondante concernant le village de mission, ayant pour auteurs les jésuites, mais aussi des explorateurs et des curieux de passage dans la colonie. Autant d'éléments culturels épars, évolutifs et hétérogènes qui enregistrent des faits et des caractéristiques relatifs aux Wendat de Lorette, auxquels il faut ajouter les dictionnaires jésuites sur les langues autochtones, l'architecture et les décors intérieurs des chapelles de mission de la Huronie, les productions artisanales Wendat et canadiennes, les artefacts archéologiques, les arts du régime français, les wampum, les récits de la tradition orale Wendat et les discours Wendat rapportés par les coloniaux. Donc c'est un corpus assez important. Cet investissement symbolique de la part des coloniaux et des Wendat configure un univers polymorphe et en constante évolution. Celui-ci se présente dans les documents d'Ancien Régime comme interrelationnel et historique, aussi bien agi par des forces extérieures qui le dépassent que travaillé de l'intérieur par ses propres lignes de force. Reste cependant à déconstruire et interroger ce corpus morcelé, afin de reconduire le moins possible les présupposés idéologiques et culturels afférents aux identités des uns et des autres. Sera par conséquent recherchée non pas une tradition Wendat ahistorique, permanente et homogène, qui résisterait aux assauts des jésuites et des coloniaux, mais des dynamiques socioculturelles à l'œuvre dans la communauté. Des ruptures, des contradictions et des contraintes structurelles auxquelles tous les acteurs sociaux, quelle que soit leur origine, sont confrontés. Pour cette mise en perspective, j'ai choisi de limiter mon enquête à un thème omniprésent dans la tradition iroquoienne, à savoir la maison longue. Ou pour reprendre un terme cher à l'anthropologie américaine, celui de la localité. Car qui dit maison longue dit transmission intergénérationnelle et continuité avec le territoire ancestral de la Huronie. Cela suppose également de placer les jésuites dans le rôle d'interprètes et d'acteurs sociaux, au même titre que les Wendat, plutôt que dans celui d'agents coloniaux, bien que le traumatisme de la destruction de la Huronie en 1649, l'autoritarisme des pairs et le contexte colonial rarement favorable après 1650 au Wendat ne peut être oblitéré. Alors je passe à la maison longue, au fondement d'un christianisme Wendat, gros point d'interrogation. Dès 1634, un des objectifs des jésuites de la Huronie
face au danger du syncrétisme et de construire un sentiment d'appartenance des Iroquoiens au christianisme. Prenant la mesure de l'attachement des Wendat à leur tradition, les jésuites comprennent que la conversion ne peut pas être vécue comme une rupture et un éloignement irrémédiable de la communauté d'origine. Communauté que les jésuites, Jean de Brébeuf au premier titre, découvrent à la fois clanique et familiale, et qui, dans ces années-là, est mise à mal par les épidémies et le factionnalisme lié à la présence des pères. Probablement, grâce à Jean de Brébeuf, qui allie ferveur mystique et relativisme culturel, une stratégie missionnaire inédite s'impose alors en 1634 à Ionatria. Alors, M. Paré en a déjà parlé, donc je reprends. Une maison longue est construite par les Wendat pour les pères. Les jésuites la scindent en 3 espaces fermés par des panneaux de menuiserie. Un espace est dévolu à la vie commune avec les missionnés, un autre cache les biens matériels des Français, et un dernier, niché au fond de l'habitacle, privé alors de l'une de ses portes, constitue un oratoire ou une chapelle avec son autel portatif et ses images. Il va sans dire qu'un tel choix, qui adopte tout en le rejetant la structure résidentielle iroquoienne, provoque des résistances. Certains jésuites considèrent cette proximité avec les autochtones comme une prise de risque inutile et néfaste à l'évangélisation et aux alliances commerciales. Quant aux Wendat, ils rejettent images et objets de culte, du fait même qu'ils soient cachés, utilisés lors de cérémonies secrètes, fort clos à l'intérieur d'un espace normalement propice aux échanges et aux solidarités. En 1637, la politique du nouveau supérieur de la Huronie, Jérôme Lallemand, ira donc à contre-courant de celle de Brébeuf. En promouvant la création d'un centre architectural et dévotionnel français, Sainte-Marie des Hurons, et en favorisant la création de chapelles françaises autonomes de l'habitat Wendat. Reste que la tradition de chapelles jésuites dans les maisons longues perdure, et que jamais cette oscillation entre espace autochtone et spiritualité jésuite ne sera totalement abandonnée au XVIIe siècle. Citons par exemple le jésuite Charles Garnier, qui à la mort de Joseph Chiwantena en 1640 écrit, je le cite, « Dieu a donc suscité le frère de ce cher chrétien qu'il nous a ôté pour prendre sa place et se faire bon chrétien. Toute leur famille nous donne bien de la consolation. C'est au bout de leur cabane que nous avons fait une petite chapelle, où nous allons de temps en temps dire la messe. » Troisième partie de mon exposé, le clan de Marie. La destruction de la Confédération Wendat en 1649 et la dispersion de sa population sur le continent constituent un choc terrible pour le Wendat. Confrontés à plusieurs mois de famine extrême, de maladies et de morts imminentes, il semble que 600 d'entre eux aient choisi de se tourner vers leur allié français. Les premières années, les jésuites leur fournissent de quoi vivre et des terres. Mais très vite, à peine 2 ou 3 ans après leur installation sur l'île d'Orléans en 1651, un village de maisons longues, des champs de maïs ensemencés et des wampum constituant leur principal fonds monétaire et diplomatique, sont reconstitués. En revanche, les récits des Jésuites, notre source principale pour cette période de 1651 à 1656, ne disent rien sur la façon dont les clans sont reconstitués, ni même comment est surmontée la rupture avec le territoire ancestral. C'est 20 ans plus tard, dans les lettres des Wendat aux chanoines de Chartres, en France,
que seront évoqués métaphoriquement ce déracinement angoissant. Chose certaine, néanmoins, l'essentiel de leur société perdure. Matrilocalité, structure clanique, agriculture et artisanat féminin, activités masculines de traite, de chasse et de diplomatie. Les relations décrivent un peuple qui semble reprendre espoir et reconstruire au plus vite ses structures sociales, mais aussi diplomatiques et commerciales. Une nouveauté de taille accompagne cette reconstruction rapide. La création d'une congrégation mariale en 1652. Un groupe de 80 Wendat, dont nous ne savons pas s'ils appartiennent à la même maison longue, dévouent un grand nombre de leurs pratiques sociales à la Vierge. Alain Beaulieu a récemment montré que cette congrégation mariale incite les Wendat à adopter la discipline chrétienne en favorisant ceux dont les comportements sont les plus pieux. Sans totalement nier ce caractère incitatif de la congrégation, il me semble qu'elle a surtout pour premier objectif de jeter un voile sur le reste des Wendat de l'île d'Orléans, soit au bas mot 500 personnes, probablement réticentes à s'engager dans un christianisme régi par les pères. Un second motif à la création d'un groupe de dévots de Marie pourrait s'expliquer par une tentative des jésuites de créer un sentiment de filiation envers la figure titulaire de Marie, laquelle constituerait une contrepartie aux autres affiliations claniques Wendat. C'est une hypothèse, bien sûr. Cela non pas pour rivaliser avec eux, mais pour engager les Wendat les plus christianisés à retrouver dans la nouvelle religion une forme d'ancestralité symbolique. Dans les relations des jésuites, Marie est présentée dans les années 1650 comme une entité à laquelle les congréganistes s'affilient, au moyen notamment de la fabrication de perles de wampum et la récitation répétitive du chapelet. Les prières sont autant de perles, produites en grand nombre par les femmes Wendat, pour, semble-t-il, tisser des relations interpersonnelles et supranaturelles avec ce qui pourrait constituer un équivalent d'un ancêtre de clan et de partenaires claniques iroquoiens. Autrement dit, le factionnalisme omniprésent depuis 1642 ne disparaît pas au moment de la fuite des centaines de Wendat dans la région de Québec. Tout porte à croire qu'il existe encore sur l'île d'Orléans une majorité peu christianisée et un autre groupe, plus petit, disposé à suivre les exigences jésuites au prix d'efforts spirituels créatifs qui ressortissent encore d'une ontologie Wendat. C'est important. Cette communauté de l'île d'Orléans, probablement traversée par des fractures sociales, vole en éclats en 1656 lors de l'attaque iroquoise de l'île d'Orléans, les Agnés. Le petit groupe qui reste dans la région de Québec après 1656 semble, d'après les sources, en fait on ne le sait pas vraiment, plus facile à évangéliser et à surveiller. Il faut attendre plus de 10 ans pour que le thème de la maison et de la parenté refasse son apparition. Cette fois-ci d'une manière cryptée, sous la forme d'une petite maison de briques de Marie, transportée en Italie par des anges, la maison de Lorette. En 1674 est construite au centre du nouveau village des Wendat de la vallée laurentienne une réplique de la Sainte Maison de Lorette, considérée comme la maison de Nazareth, transportée miraculeusement en Italie et objet d'un culte international depuis le XVe siècle. La maison de Marie, ça va être ma conclusion. Le culte est initié par le principal missionnaire des Wendat depuis 1651, Pierre Chaumonot, qui justifie son choix par une promesse faite à la Vierge alors qu'il était en Italie. Je soupçonne cependant
que le culte de la maison de Lorette, en faisant confluer dans un seul espace dimension liturgique et domestique, exprime ce télescopage dont je viens de vous parler entre évangélisation jésuite et société Wendat. Mais la chapelle de Lorette doit-elle être pensée comme une formulation jésuite de la matrilocalité iroquoienne ou comme une forme iconographique et décorative qui prend acte de l'adhésion des Wendat au catholicisme? Je pose la question, j'en suis là. Est-ce une expression cryptée et fossilisée d'une mémoire commune entre jésuites et Wendat ou l'expression d'un vécu Wendat? À défaut de réponse, je constate pour l'instant que dans le vocabulaire Wendat et l'iconographie relative à l'évangélisation en Nouvelle-France, le lien qui unit les autochtones à la colonie se conçoit sous la forme d'une affiliation à la famille de Marie, Joseph et Jésus. Une famille, s'il en est, nucléaire et fictive. Il n'est que de penser à la Sainte Famille à la Huronne, ou à la France apportant la foi aux Hurons, les deux tableaux canadiens les plus connus, pour comprendre que la métaphore masculine et diplomatique de celle du père envers ses enfants ou de l'oncle envers ses neveux est abandonnée dans les sphères religieuses au profit des métaphores mariales et féminines. Aussi, la chapelle de Notre-Dame de Lorette, en tant que réplique exacte de la Sainte Maison de Marie à Nazareth, adorée à Lorette en Italie, endosse-t-elle deux réalités socioculturelles en apparence opposées, mais que j'aurais tendance, à cette étape de ma réflexion, à concevoir comme une réalité historique du dernier quart du XVIIe siècle. La chapelle désigne la femme et la maison comme marqueurs d'un espace qui fonde et organise un être ensemble Wendat. Mais elle marque dans le même temps une coupure avec ce substrat ancestral, en représentant non plus la maison longue multifamiliale, clanique, mais la petite maison unifamiliale, dédoublée entre famille terrestre et famille céleste. Et voilà, c'est court.